Je commence. Bah oui. Attends, on va faire un trou. Oh mon Dieu. Coucou. Coucou. On se retrouve pour un petit swap en direct. Ça vous a beaucoup plu avec Emeline, donc on fait une version avec Cécilia. On s'est dit que c'était une excellente idée. C'est ça. C'était un projet dans les tuyaux depuis un moment, et c'est le moment parfait, moment halloweenesque. Oui. Voilà. Mon meilleur moment de l'automne. C'est ça. Franchement, au mois d'octobre. Moment préféré. Donc, je vais ouvrir le mien, et puis on fera un deuxième plan où Cécilia ouvrira le sien. Donc, pour voir celui de Cécilia, il faudra aller voir son vlog October, numéro, il sera dans lequel, le 3 ou le 4 Le 4. Le 4, donc le numéro 4. Mais je vous mettrai le lien. Je vais essayer d'y penser parce qu'à chaque fois je dis ça. Mais je vais vraiment essayer d'y penser. C'est pas grave, au pire. Je vais essayer de faire ça comme il faut. Voilà. Donc, petit swap à mener dans un sac. Moi, c'est même pas dans un sac. Hein. Oui, mais moi, j'avais pas le choix. C'est vrai. Je pouvais pas venir avec mes petits cadeaux comme ça dans la rue. C'est vrai, c'est très juste. Oh, mais c'est beaucoup trop mignon. Oups, toi. Parce qu'on n'a pas dit, mais le thème de base, c'était les animaux ou la nature, on avait. C'est ça. Voilà. Créature. Voilà, un peu parce que moi, je suis restée sur les animaux. J'avoue, moi, c'est un peu créature, mais c'est pas grave, ça fonctionne quand même. Voilà. Je vous lis pas tout le petit mot parce que c'est mon petit mot, mais je vous lirai les petits numéros. Si t'arrives à me relire. Tu écris très bien. Non, tu écris très bien, c'est très clair, t'inquiète pas. Alors, numéro 1. Normalement, les numéros, c'est les livres. Et les goodies, c'est... Ok. On commence par ma triche du thème, mais créature. Mais ça passe. Marine, mais ça passe, t'as dit. Ok. Après, tu peux soit faire la petite boîte et ouvrir tout ce qu'il y a dedans. C'est pas la boîte la plus mimes du monde. J'avoue, elle est trop belle. Elle est shine. Elle est trop mimes. J'ouvrirai après. Je suis trop curieuse, mais j'ai envie de le garder pour après. Alors, on cherche un numéro 1. Ça, je sais parce qu'on était ensemble. Oui. C'est le petit Lego le plus mimes du monde. C'est un petit Lego, genre ça fait plein de petites plantes. Ça va être trop choupi. C'est beaucoup trop cool. Ah, c'est là. Donc, on a dit créature. C'est terrible, je t'ai donné une wishlist, mais je n'ai aucun souvenir de ce que... Alors, sache que j'ai une wishlist, tu as pris dans ma wishlist, je ne serais pas sûrement incapable de trouver. Je suis vraiment très nulle pour ça. Normalement, j'ai dit tellement de trucs que tu dois pouvoir trouver. Créature marine. Attends, qu'est-ce que j'avais mis? Créature marine. Alors, c'est créature / truc marin un peu. Ok. Pour la nature, genre. C'est francophone ou pas? Non. D'accord. C'est pas francophone. Créature plutôt humanoïde. Hein. Ok. Mais genre terrestre? Oui. Oui. Je vais tricher un peu pour voir si le sommet du truc m'inspire. Je vous ai pas montré, mais c'est très joli. Je sais pas si vous allez voir, des petits oiseaux. C'est beaucoup trop mignon. Haute-Ville. Ah, c'était dans ta wishlist. Mais attends, alors, attention, je sais, mais je ne me souviens jamais de ce que je mets dans mes wishlists. Oh, mais si, je sais, c'est la sorcière de quelque chose? Du phare. Du phare, oui, c'est ça, la sorcière du phare. Mais oui, je suis bête. En plus, oui, bah oui, évidemment. Mais c'est parce que je connais pas les résumés des bouquins aussi. Ça n'aide pas à deviner les livres des wishlists. Non, ça n'aide pas. Mais là, j'ai reconnu parce que j'ai vu, il est tellement beau, regardez comme il est trop beau. Je suis trop contente, j'ai très envie de le lire. Je fais moi un cadeau. Donc c'est J-Cook, et du coup j'ai l'autre aussi, celui qu'elle a écrit, enfin qu'elle a traduit après. Donc c'est la sorcière de quelque chose aussi. Oui, celui-là me faisait très envie. Le livre des sorcières. Le livre des sorcières me tentait plus que celui-là. Donc du coup, je vais peut-être pas vous lire tout le résumé, mais je peux vous dire qu'on nous dit: un phare abandonné, 2 sœurs perdues, une enfant mystérieuse, quel secret se cache sur l'île de Lonehaven? Ouais, Lonehaven. Ok. Et ça se passe peut-être sur deux temporalités. Écosse 2021 et... Alors je pense que tu vas le découvrir. 98, j'ai l'impression, quand sa mère a disparu, quelque chose comme ça. Impossible. Merci beaucoup, je suis trop contente, c'est un très bon choix. J'ai trop hâte de le lire. Je pense que je vais le lire avant l'autre, parce que je pense que même ça a été écrit dans ce sens-là, même si je pense que ça n'a rien à voir, mais... Moi, je pense pas. Des fois, c'est bien de lire les oui, parce trucs que dans des fois, on est un peu déçus. Genre, voilà. Si t'as lu... le meilleur. Le meilleur avant, c'est un peu... Trop bien, trop hâte, merci beaucoup. Oh, j'adore. Plein de petits trucs, je vous montre. J'adore les petits trucs. Elle est vraiment trop belle cette boîte en plus. Oui. On a des petits marque-pages aimantés, je suppose. Ouais. Aimantés, étoiles, là, qui brillent. C'est très joli. Je sais qu'il va m'en piquer. Ça, bon, bref. Hein. Je suis habituée. Oh, trop mignon. Regardez la petite. Ah oui, pour le petit chat gris. Parce qu'il y a la version noire, la version roux. On est allé à Mougy avec Émilie, elle m'a dit le paradis de Cécilia. Oh ouais, vraiment. Les stylos Mougy, c'est trop bien. C'est un Legami, j'aime bien les Legami. Ouais, les Legami aussi, j'aime bien.
On a... Ah bah oui, évidemment, c'était totalement approprié. Un petit... D'ailleurs, en plus, hier, je voulais m'en faire un. Et bah voilà. Et j'ai utilisé le dernier que j'ai, c'est celui de Pénélope qu'elle m'avait offert. J'en ai un nouveau. Et en plus, regardez, c'est trop chou parce que il y a l'abeille, mais il y a le petit champignon et le petit chat. Il y a toute la team. Ouais. Trop chou. J'ai le même dinosaure. Oh, c'est beaucoup trop mignon. Ouais, franchement, en plus, les grenouilles, tu ne savais peut-être pas, mais Bah si, tu l'avais vu. une de mes passions. Quand on a été Ah, mais oui, c'est vrai. ensemble en librairie et tout, tu l'avais vu. J'avais Du coup, dit, le lendemain, je lui il me fait pourquoi tu prends? Elle l'a vu, je lui prends. c'est beaucoup trop chou. Puis attendez, je vais vous montrer, j'adore. Elle est trop mignonne. Oh, elle est vraiment trop mignonne. En plus, elle louche, c'est le truc le plus mignon du monde. Regardez comment c'est trop mignon. Oh, elle est trop choupette. Avec sa petite pomme. Oh Oh là là. non, c'est trop mime ça. Ouais, c'est trop T'as un mignon. petit escargot là en plus. Oh, moi, j'aime trop les trucs comme ça. Un petit escargot là. Plus la matière est satisfaisante. Des Mais c'est très paillettes. bien. C'est très très bien, c'est parfait. C'est ce dont on a besoin. Du coup, numéro 2. Le nom m'a fait beaucoup rire. On en a à la maison. Plein De poils. de poils. Oui, de poils. Plein de poils. Des petits chats? Ouais. Alors, attends, je vais regarder le format, des fois ça aide. Alors, le nom m'a fait beaucoup trop rire. On en a à la maison. Vraiment, tu l'as mis dans ta wishlist. J'ai vu le titre. J'ai dit ce livre est parfait. C'est un truc avec des chats? Ouais. T'as mis une fantaisie avec des chats. Je sais. C'est. Ah, attends, je sais plus, mais je sais. Je vois là. C'est Pistefouet, un truc comme ça. J'adore. C'est sorti il y a pas méga longtemps, je crois, mais on l'a pas beaucoup vu On l'a passer. vu passer nulle part. Ouais, c'est Je ça. l'ai vu passer vraiment nulle part. Alors que ça a l'air trop bien. Oui, c'est la légende du noble chat Pistefouet de Tad Williams. Je me rappelle très bien l'avoir vu passer, m'être dit, ça a l'air génial ce truc. Alors du coup, je vous lis pas tout le résumé, mais juste un petit peu pour vous faire une idée. Le jeune chat Pistefouet vient tout juste de se voir conférer un nom par l'Assemblée des Anciens. Et alors qu'il trouve l'âme sœur en la personne de la jolie Patte Feutrée, elle disparaît dans des circonstances mystérieuses. Ça a l'air trop chouette. Tu sais, c'est un peu genre Castle Cat version adulte. Je pense, ouais. Ça a l'air trop bien. Merci beaucoup, c'est trop chouette. Je m'en doutais un peu que ça allait t'appeler ce truc-là Ah, quand au moment où je l'ai mis, parce que j'ai oublié que je l'avais mis entre temps. Mais quand je l'ai mis, je me Mais suis vraiment, doutée. ça avait l'air trop cool. Et puis voilà, la fantaisie avec des chats, ça peut être tout ou rien, mais voilà, Seigneur des Anneaux de chats, moi Grave. ça me fait envie. Du coup, on va passer au numéro 3. Donc le jeu de mots est dans le titre, Female Rage et féminisme. Alors, attendez, je regarde. Je crois que c'est un petit, le 3. Ouais, c'est le deuxième petit. J'ai fait 2 grands, 2 petits. Le jeu de mots avec les animaux? Ouais, il y a un jeu de mots avec un animal dans le titre. Mais c'est un truc assez female rage et. C'est un roman? Je sais pas. Enfin, une nouvelle ou... Je suis pas sûre que ce soit un roman. C'est pas un ouais. essai? Je pense que c'est un essai. Mais ça a pas forcément l'air d'un essai. Bah, un peu, mais... Franchement, je pense que c'est à la limite entre les deux. Attends, j'essaie de me rappeler ce que j'ai mis. Parce que quand j'ai fait ma wishlist, j'ai essayé de trouver des trucs avec des créatures. Dans le titre, il y a le pire ennemi du chat. Ah, c'est les chiennes de garde. Ah, je crois que c'est un mi-roman, mi-essai, effectivement, t'as raison. Ah, ça me fait trop envie. À chaque fois que je le vois, j'ai envie de l'acheter. Et c'est pour ça que je l'ai mis, évidemment, puisque j'ai fait exprès de faire une sous-wishlist adaptée, parce que sinon, c'était vache. Hein. J'avoue qu'il me faisait de l'œil aussi. Bien. Ça a l'air trop bien. Je sais pas si vous l'avez vu passer. Les chiennes de garde. Je crois que c'est effectivement, t'as raison. Ouais, il y a un mélange des deux, je crois, un peu. Ah, ça a l'air trop bien. Donc là, on nous dit... attendez, parce qu'à chaque fois, je relis le résumé quand je vais en librairie, mais j'oublie. La jeune héritière d'un empire narco fait construire une tombe digne d'un palace à sa meilleure amie assassinée. Une migrante tuée revient à la vie, résolue à se venger de ses agresseurs. Une sorcière invoque le Seigneur des Ténèbres pour se débarrasser de sa voisine et de ses chiens qui défèquent dans son jardin. Qu'elles soient femmes au foyer, influenceuse, trafiquantes, riches ou pauvres, les héroïnes de chiennes de garde sont déterminées à résoudre leurs problèmes par elles-mêmes. Ça a l'air génial. Vraiment, si tu le lis, je pense que je vais le prendre et je vais le lire aussi. Ah, mais je crois que je vais pas le traîner, hein, parce que je pense qu'en plus, c'est des nouvelles, donc c'est vraiment, ça scie trop bien, ça. La première, c'est Persil et Coca-Cola. J'adore. Très bon choix. Et j'aime beaucoup la couverture aussi. Donc, numéro 4. J'adore cet animal automnal. Il en est presque un symbole. Soit c'est un renard. C'est un renard. Un livre avec un renard. Sur la couverture ou dans le titre? Dans le titre et sur la couverture. Avec un renard. Le paquet est un peu ouvert. C'est pas grave, c'est pour m'aider. Je ne vois que des pages blanches, je ne peux pas. Attends, avec un renard? Oui, avec un renard, il y a un renard sur la couverture. Et c'est pas anglophone, enfin je sais pas, mais c'est en tout cas pas francophone. C'est une collection que t'aimes bien. C'est quelle maison d'édition? C'est, je crois,
C'est de trucs l'imaginaire, là. Tu sais, ils ont toujours des couvertures blanches avec... C'est bien sûr, moi Ah, aussi. si, c'est... si. Je vois ce que tu veux dire. Si. Imaginaire. Attends, c'est Hachette? C'est pas Hachette, Hachette Imaginaire? Peut-être. Si, blanc avec toujours un brillant Oui. vernis sélectif, là. Si, ça doit être ça. Non, je vais regarder. Attends, je vais regarder si... Si, c'est ça, rayon de l'imaginaire, t'as raison, c'est Hachette. Mais je pensais pas du... Je vois ce que c'est, je sais plus mais je vois ce que c'est. Je pensais pas du tout que c'était chez eux, dans ma tête, c'était pas du tout chez eux. Tu vois, comme quoi... Si, un peu, si. Je suis... Attends, si, je sais. C'est un peu bleu, non? C'est plutôt vert. Vert? Ouais, bleu, Vert foncé. Ah oui, c'est ça, la Dame Renard. Oui, ben j'avais ça dans la tête, mais je me souvenais absolument plus du titre. Donc de Yang Cho, que je dois très mal dire, mais je me renseignerai. Du coup, on nous dit traduction de Félix Huet, mais on nous dit pas de quelle langue c'est traduit. Ce qui est un petit peu dommage. Attendez, je vais peut-être retrouver ça. C'est le titre original, c'est de Foxwife. Donc oui, sûrement. Donc oui, c'est anglophone. C'est vraiment très beau. Je suis pas fan de tout ce qu'ils font, mais celle-ci, elle m'appelle. Je sais même pas si j'ai lu le résumé, si j'ai dû le lire, mais je me rappelle pas. Donc on nous dit Mandchourie 1908. Dans le tumulte d'une époque incertaine, une mystérieuse femme traverse les frontières du monde des hommes. Sous ses traits gracieux se dissimule l'âme séculaire d'une renarde, héritière d'un peuple ancien, capable de revêtir 1000 visages pour survivre parmi ceux qui la craignent autant qu'ils la désirent. Et je vais peut-être pas trop vous lire la suite parce qu'on va pas trop... Toujours peur que ça spoil un peu ce qui s'y passe en vrai. En tout cas, il y a une histoire d'esprit. Oui. Je suis très contente, merci beaucoup. C'est typiquement le genre de bouquin que je rechigne à m'acheter parce que c'est Hachette et que bon, voilà, je suis pas forcément une grande fan de certaines politiques chez Hachette. Mais du coup, c'est des très chouettes cadeaux. Voilà. C'est le genre de bouquin que moi j'offre parce que je sais que les gens rechignent à l'acheter et que je suis contente qu'on m'offre. Parce que je rechigne aussi à l'acheter. En tout cas, ça a l'air très très bien. Vraiment, trop cool. Merci beaucoup. Très bon choix. Et effectivement, il y a une créature sur... Mais tu vois, t'as bien respecté le thème. Bah ouais, non, j'ai réussi. Sauf bon, les sorcières du phare, c'était pas vraiment... C'est un peu des créatures, les sorcières, c'est pas vraiment des humains, tu vois. Oui, bah c'est ce que je me suis dit. Voilà. Après, j'ai joué là-dessus. J'ai un peu misé là-dessus. Hein, je te dis, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'animaux dans ton swap. Hein. C'est pas grave. Voilà. Après, j'ai pas beaucoup de choses avec des animaux aussi sur ma wishlist non plus. Donc c'est des créatures. Et enfin, le dernier, goodies, ça brille. Un goodies qui brille. Des petites paillettes. C'est un peu mon obsession du moment. Je comprends. Moi, j'adore ça, les paillettes. Ou alors, c'est un truc à fabriquer? Oui. Ah, j'adore, c'est trop bien. Trop mignon. Voilà, j'ai été beaucoup trop gâtée. Il manque un truc? Non, il y a tout là. Non, il y a tout, je crois. Bon. Ah non, si, il manque le Lego. Mais il roule, alors je ne vais pas le mettre dessus. C'est pas pratique. J'ai été trop gâtée, merci beaucoup. De rien, que des bons choix. Avec plaisir. C'est trop mignon, j'ai trop hâte. Je pense que, très honnêtement, j'hésite, mais j'ai très envie de le sortir du phare. Je pense que je vais le sortir ce week-end. C'est bien. C'est bien. Voilà, donc je vais vous laisser. Je sais même, j'ai encore rien filmé pour ce vlog, donc je vais sûrement après faire une intro. Donc ça va être tout dans le désordre, mais on va vous laisser sur ça. Voilà. On va ouvrir celui de Cécilia et vous pourrez le retrouver dans son vlog October. C'est ça. Vlog October 4. C'est ça. À plus tard. À plus tard. Bisous. Coucou, on se retrouve pour un nouveau vlog et je vous introduis ce vlog lecture avec 3 lectures terminées dont j'ai très envie de vous parler parce que 3 lectures que j'ai vraiment beaucoup aimées. Donc je suis très contente. Je me faisais un petit bilan tout à l'heure et je crois que j'ai lu 14 livres en 16 jours. Alors les premiers du mois sont des livres qui étaient déjà entamés en septembre. Évidemment, j'ai pas littéralement lu de bout en bout 14 livres en 16 jours, mais voilà, il y en a un certain nombre qui étaient déjà entamés, mais je trouve que ce mois d'octobre vraiment est très inspirant en termes de lecture. Je ne sais pas si c'est grâce ou à cause du Poulverse ou si juste vraiment j'ai ce besoin frénétique de dévorer. Je pense que c'est peut-être lié aussi au challenge, enfin au petit jeu challenge que je fais sur Discord. Mais soit, attaquons avec le vif du sujet. J'ai terminé Swan Song de Robert McCammon. Oui, enfin, je pense que vous pouvez applaudir. Je l'ai lu et j'ai adoré. Pourquoi ai-je autant traîné? J'ai vraiment aimé. Je pense que c'est pas totalement objectif l'amour que j'ai pour Swan Song parce que je pense qu'il y a des défauts. J'ai vu beaucoup de critiques, j'ai pas très bien compris en fait parce que du coup en le lisant, je vois pas en quoi le premier est meilleur que le deuxième. Pour moi vraiment c'est la même lignée. C'est pareil en fait. Enfin d'ailleurs à l'origine c'est un seul livre et pour moi c'est vraiment la même lignée. Donc je sais pas très bien pourquoi vraiment beaucoup de monde a pu dire que le deuxième était moins bon. J'ai aimé les deux. Je
je pourrais pas choisir, vous dire lequel j'ai préféré parce que j'ai lu le 1 il y a vraiment trop longtemps maintenant pour me rappeler exactement de ce que j'ai aimé, etc. Mais voilà, mon impression, en tout cas à l'heure actuelle, c'est que j'ai préféré le deuxième parce que j'ai trouvé que là où le premier construisait, posait des bases pour beaucoup de choses, le deuxième développait beaucoup plus les personnages et les relations entre les personnages et c'est quelque chose que moi j'apprécie, j'ai vraiment aimé. C'est très perché. En fait, je pense que Robert McCammon, il a vraiment un délire un peu particulier. On aime, on n'aime pas. Moi, j'adore. En fait, il me touche cette hauteur à une plume qui m'émeut, qui me touche vraiment. J'ai été émue à plein de moments, alors que c'est un livre dur, c'est un livre violent, il se passe des trucs vraiment immondes, horribles, les femmes sont super maltraitées, enfin, vraiment, c'est affreux, mais il y a des passages d'une beauté, d'une sincérité très touchant entre certains personnages, je pense à Josh et Swan, il y a vraiment des passages d'une sincérité en termes d'émotions magnifiques, et d'autres personnages dont je ne peux pas vous parler pour ne pas vous spoiler, mais vraiment, c'était extrêmement touchant, extrêmement émouvant, enfin, j'aime vraiment beaucoup ce que fait Robert McCammon au sein même d'un livre qui ne se veut pas spécialement en soi touchant. Je trouve qu'il parvient avec beaucoup d'intelligence et de réalisme à dépeindre et bien finalement deux faces de l'humanité. Et il y a toute une métaphore autour de ça que moi j'ai trouvé réussie, c'est-à-dire ceux qui se laissent gagner par la folie collective, ceux qui se laissent gagner par l'impunité, par la peur aussi peut-être, voire même par des désirs sadiques et des envies très particulières, bref, un côté plutôt négatif avec différents degrés bien entendu, et ceux qui restent humains et qui restent dans la solidarité, dans l'envie de faire mieux, dans l'envie d'aider les autres, dans une certaine fraternité, sororité, enfin voilà, adelphité de manière générale, et je trouve ça intéressant. Je trouve intéressant aussi le personnage de Swan, qui certes a quelque chose en plus et a un petit côté un peu élu, mais ce qui est véhiculé métaphoriquement en fait par ce personnage et par ce qu'elle fait, et j'ai vraiment beaucoup aimé, enfin voilà. Je pense encore une fois que je ne suis pas parfaitement objective. Je pense que j'ai comment dire, j'ai été suffisamment touchée pour occulter peut-être des défauts du bouquin, mais avec moi ça a fonctionné. Enfin vraiment, j'ai été happée. Ça a pas l'air très gros comme ça, mais c'est quand même 500 pages quoi. C'est quand même un beau bébé, surtout qu'il y a 2 tomes et vraiment j'ai aimé les 2 tomes. J'ai adoré ce deuxième tome, j'ai adoré les messages véhiculés. Si vous avez vu des choses qui, selon vous, alors là on parle pas de goût personnel, mais objectivement qui étaient problématiques, dites-le moi. J'ai vu beaucoup de passages, on disait que c'était sexiste. Oui, c'est sexiste, mais c'est sexiste au même titre que quand on écrit des personnages masculins dans une société patriarcale et à plus forte raison post-apocalyptique. Bah oui, les hommes sont misogynes, mais c'est pas nouveau ça. Enfin, je vois pas, c'est pas glorifié, c'est pas valorisé. Au contraire, même je dirais, c'est plutôt dénoncé. Donc, j'ai pas vu, je ne sais pas. Dites-moi. Il n'y a pas énormément de personnages féminins, mais il y en a. Certains sont quand même des personnages principaux. Pour moi, vraiment, il y a 3 personnages principaux et 2 sont des femmes et des femmes qui en plus ont des caractères, des âges différents, des physionomies différentes. Enfin, voilà, on voit beaucoup d'hommes effectivement, mais c'est cohérent avec l'univers, je trouve. Bref, dites-moi si jamais vous l'avez lu. J'ai également terminé Elia la passeuse d'âme que j'ai plus ou moins lu en numérique parce que même si je l'avais acheté en papier, en fait je l'ai beaucoup avancé en numérique. Je ne sais plus où je l'ai mis d'ailleurs. Si, il est là. Donc je l'avais acheté en papier d'occasion, mais je l'ai pas mal lu en numérique. Ça c'est une comment on dit, réédition assez récente. Du coup il y a le marque-page dedans. Une réédition assez récente a priori qui date d'avril 2025. Avant c'était un peu des couvertures un petit peu comme les vieilles couvertures d'Elana et Willan et tout. Voilà, j'ai pas spécialement d'avis. De toute façon, je l'ai lu en numérique. Eh bien, j'ai beaucoup aimé. Vraiment, la plume de Marie Vareille fonctionne très bien. On est vraiment sur quelque chose, somme toute, d'assez classique si on parle purement de l'histoire, dans une dystopie où voilà, il y a vraiment des castes qui se sont créées avec des humains qui sont supérieurs et après différents types d'inférieurs jusqu'aux Nozoba qui sont vraiment même pas considérés comme des êtres humains ou quasi pas en fait. Hein, vraiment, il y a vraiment ce côté, cette vision, j'allais dire des esclaves, mais c'est pas exactement ça parce qu'ils sont payés, mais donc c'est pas exactement de l'esclavagisme, mais dans l'idée c'est ça. Ça veut dire qu'ils sont pas traités, en tout cas pas considérés comme l'ego des personnes qui sont tout en haut, dont je me rappelle plus le nom. Et donc nous on suit Elia qui est une passeuse d'âme. Les passeurs d'âme, ce sont les individus de cette société supérieure, de cette caste supérieure, qui sont en fait somme toute des psychopathes ou des sociopathes qui ont voilà une absence. Je sais pas en fait comment on définit la psychopathie. J'utilise ce terme-là peut-être d'une façon un petit peu trop populaire et pas très médicale, mais
corrigez-moi encore une fois si vous savez mieux que moi, mais en gros voilà, qui n'ont pas d'émotion, qui ne ressentent pas d'émotion, et donc ils sont utilisés, puisque tous les individus doivent se rendre utiles dans cette société pour le bien commun, ils sont utilisés pour éliminer ceux que l'on considère comme inutiles. Donc les personnes âgées qui ont envie de partir, hein, dans leur caste à eux, ils peuvent choisir quand ils veulent partir, etc. Mais voilà, les personnes âgées, je sais plus, il y a tout un tas de trucs, mais voilà, évidemment pour éliminer potentiellement les castes inférieures qui ne respecteraient pas les règles. Sauf que Elia, clairement, elle n'a pas cette absence d'émotion qui est censée définir les personnes de son corps de métier, en quelque sorte, loin de là, puisque elle voulait être médecin, et elle va se retrouver au tout début face à un vrai dilemme, puisque un des défenseurs, donc en gros les forces de l'ordre de cet univers, va amener un Ozoba assez jeune, qui a plus ou moins son âge, qui est attaché et inconscient. Il va lui dire, bah voilà, il a commis un crime, donc tu dois le faire passer. En gros, c'est ça l'idée. Et évidemment, ce Nozoba va se réveiller et va lui dire le crime qu'il a commis, à savoir voler des somnifères pour son petit frère malade. Et Elia va être face à un dilemme, respecter les lois qui l'ont nourrie et bercée depuis qu'elle est petite, ou écouter en fait finalement son empathie pour cet individu qu'elle comprend, puisqu'elle-même a une petite sœur et qu'elle réalise qu'elle aurait potentiellement fait pareil en fait pour sa petite sœur. Donc voilà, et de là, plein d'aventures il va se passer beaucoup de choses. Elle va devoir partir, je vous laisserai découvrir pourquoi. Et il va se passer vraiment beaucoup de choses. C'est somme toute assez classique dans le résumé, hein, c'est de la dystopie assez classique. Par contre, porté par la plume de Marie Vareille, qui est vraiment de grande qualité. C'était très chouette. J'ai trouvé que c'est de la littérature plutôt ado. Je sais pas trop quel âge c'est conseillé, mais bon, pour moi, collège, ça peut se lire. Hein. 4e, 3e, ça me choque pas. Ouais, pour moi, c'est assez intéressant parce que finalement, ça va reprendre des codes de choses qu'on a pu vivre, hein, typiquement Seconde Guerre mondiale avec les étoiles qu'on est obligé de porter, les tatouages, enfin voilà, ça a les codes Seconde Guerre mondiale et extermination qu'on peut connaître, et ça les reprend, et je trouve qu'elle fait ça intelligemment parce que au début, c'est vu qu'on suit Elia qui est vraiment très insérée dans sa caste et qui a toujours trouvé ça normal que certains individus lui soient inférieurs, eh bien, elle voit pas le problème. Et c'est au fur et à mesure qu'on va découvrir ces codes, qu'on va pouvoir évidemment faire des transpositions avec des choses qui ont existé, et je trouve qu'elle fait ça bien, et je trouve que pour le public cible, c'est très intelligent parce que c'est amené progressivement, et j'aime l'idée de partir du principe, même si évidemment en tant qu'adulte on n'est pas d'accord, mais du principe qu'au début elle est en accord avec sa société, elle voit pas le problème, et qu'elle va remettre ça en question petit à petit, et je pense que pour certains adolescents, adolescentes, eh bien c'est un cheminement intéressant, et je trouve que c'est bien fait, je trouve que c'est bien écrit, je trouve que ça aborde aussi des thématiques assez proches des ados, enfin c'est vraiment quelque chose pour moi de très réussi. Oui, ça reprend les codes et les clichés du genre, mais ça en fait quelque chose d'intelligent, et franchement c'était très les pages se tournaient toutes seules, c'était prenant, c'était intéressant, c'était bien mené, les personnages sont plutôt réussis, sont pas très cliché, enfin voilà, Elia elle a pas ce côté pick-me qui peut être agaçant dans les romans ados, enfin vraiment très très chouette. C'est pas un coup de cœur, c'est pas la meilleure lecture de l'année, mais j'ai apprécié, j'ai été très agréablement surprise, et j'ai beaucoup aimé la plume de Marie Vareille qui est très accessible mais fluide, et voilà, très chouette découverte, je continuerai cette saga avec grand plaisir. Ensuite, dernier livre que j'ai terminé aujourd'hui puisque j'avais un rendez-vous et que j'ai poireauté 3 heures dans une salle d'attente, autant vous dire que j'ai largement pu lire ce livre, c'est Nettle, donc de Bex Hogan, que j'ai reçu de la part de Robert Laffont, donc la collection R, la collection ado, où on va suivre le personnage de Nettle, qui est une jeune fille, je sais pas trop si on sait son âge, mais somme toute assez jeune, adolescente peut-être un peu plus, peut-être voilà 16, 18 ans, enfin quelque chose comme ça, je sais pas trop vous dire honnêtement, soit c'est pas forcément précisé et c'est pas forcément très grave en soi. Et donc Nettle, elle a été recueillie par une vieille dame un peu dans une chaumière au milieu de la forêt, et depuis toujours elle a une certaine passion pour les orties. Plusieurs fois celle qu'elle appelle sa grand-mère, hein, sa grand-mère adoptive, eh bien l'a retrouvée allongée dans des buissons d'orties, ce qui est quand même pas courant, vous l'admettrez. Et donc ce qui se passe au début, c'est que sa grand-mère va tomber très malade et que Nettle va s'allonger dans des buissons d'orties en suppliant, on va dire, on ne sait pas trop qui, de l'aider, et en disant qu'elle est prête à tout pour sauver sa grand-mère, et elle va basculer dans le monde des fées. Et je vous laisserai découvrir la suite. C'est un livre que j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est pas un coup de cœur, mais c'était vraiment très très bon. J'ai beaucoup aimé que ça reprenne les codes très connus du conte, avec les épreuves à passer, les fameuses épreuves de fées impossibles. J'ai aimé qu'on reprenne aussi des fées qui ne sont pas des gentilles fées, au contraire. Vraiment tout ce folklore de l'univers d'à côté, du pas, voilà, de ce pas
de ce seuil que l'on franchit sans s'en rendre compte, et où tout n'est qu'illusion finalement, et rien de ce que l'on voit, eh bien on ne peut pas s'y fier, en fait on ne peut se fier à rien de ce que l'on voit. Et les codes aussi assez connus de il ne faut pas manger la nourriture des fées, il faut pas donner son nom aux fées, ce genre de choses, c'est des codes que moi j'aime bien, et j'aime beaucoup l'ambiguïté en fait de ces personnages, où vous savez jamais s'ils sont méchants ou gentils. Je parle des personnages féeriques hein, pour le coup, s'ils sont méchants ou gentils, mais finalement est-ce qu'on peut les définir par leur gentillesse ou leur méchanceté, puisqu'ils sont animés par leur propre intérêt et une sorte de mépris des humains. Donc vraiment, c'était très très chouette. Ça reprenait tous ces codes que j'adore. C'est assez sombre, c'est léger en un sens, parce que ça se lit bien, et que Nettle est un personnage qui est assez envoûtante et assez légère. En même temps, c'est très sombre, et je trouve que c'est vraiment très bien dosé en fait. C'est très réussi. J'ai beaucoup aimé tout le déroulé de l'histoire. J'ai aimé découvrir les personnages, découvrir ce monde de fées, et puis aussi découvrir, enfin quelque part, plein de réécritures de plein de contes qu'on connaît. Typiquement avec les épreuves, hein, on retrouve des contes qu'on a déjà pu lire quand on était plus jeune ou entendre quand on était plus jeune, et c'était très très réussi, vraiment. Très bon ouvrage qui se lit très bien, qui est prenant, qui pour un public ado est intéressant aussi, parce qu'encore une fois les ados ont ces codes de contes parce qu'on les fait depuis qu'on est tout petit, et donc ça a quelque chose d'un peu structurant de connaître les codes, mais en même temps ça propose autre chose. J'ai aimé qu'il n'y ait pas une romance extrêmement développée et très présente. L'objectif pour Nettle, c'est sauver sa grand-mère, et c'est ce qui lui reste en tête vraiment tout du long, et c'est son fil rouge tout du long, quoi qu'il puisse arriver à côté, et voilà, c'était vraiment très très réussi. La seule chose peut-être qui fait que ça n'est pas tout à fait un coup de cœur, enfin voilà, que c'est une excellente lecture sans être non plus un coup de cœur, c'est peut-être que je trouve que les révélations finales auraient pu être amenées avec un petit peu plus de subtilité. J'aurais peut-être aimé qu'on n'ait pas ce truc de un personnage qui révèle des choses, mais plutôt qu'on le découvre avec elle, littéralement, je veux dire, voilà, pas du dit, mais du concret, du fait de l'action. Et voilà, ça, c'est bon, voilà. Mais ça a pas gâché ma lecture pour autant. Vous voyez, j'ai quand même vraiment aimé cet univers. J'ai trouvé ça sombre et réussi. Et en même temps un peu brillant et rutilant comme la magie peut l'être. Donc vraiment, c'était très très chouette, très très belle lecture. Et vraiment, l'objet, c'est un vrai plaisir, parce que déjà, il est tout souple, c'est très agréable, mais en plus, il est vraiment très beau. Je vous avais montré, hein, il y a des lettrines, il y a des illustrations, enfin, c'est vraiment un très bel objet. Chaque début de chapitre, on a une plante, et donc, à la fin du bouquin, vous avez les plantes qui sont répertoriées avec ce qu'elles peuvent signifier dans le monde des fées. Donc voilà, botanique des fées. C'est très chouette, c'est très joli, c'est très agréable. Ils ont pour moi réussi vraiment une mise en page qui fait que c'est fluide et agréable. Enfin, c'était très chouette. Vraiment, je suis très contente de l'avoir lu. Je l'ai sorti grâce à Cécilia, puisqu'elle l'a lu, qu'elle l'adorait, qu'elle m'a dit hier, lis-le. Et donc je l'ai lu et j'ai vraiment aimé. Sincèrement, très très bonne lecture, très belle surprise. Et en plus, vraiment très très bel objet. Donc je vous invite à le découvrir si le cœur vous en dit, mais j'ai aimé, et je vous recommande de le faire lire à des ados. Pour moi, c'est vraiment pas mal du tout. Je trouve qu'on n'a pas ce côté princesse qui a besoin d'être sauvée, parce qu'elle se sauve elle-même, et c'est plutôt intéressant. Voilà, ça, ce sont les lectures que j'ai terminées. J'ai plein de choses sur le feu. Je ne sais pas trop ce que je vais lire là tout de suite. J'hésite vraiment à attaquer le Tiffany McDaniel que je viens juste de recevoir, mais il y a d'autres choses qui me font envie. Donc je ne sais pas, je vais réfléchir. En attendant de me décider, je vais tourner ma petite vidéo recommandation du Poolverse, que vous aurez peut-être déjà vu ou pas, je ne sais pas trop, parce que cette semaine je suis un peu à la bourre dans mes vidéos, mais soit. Je vous fais des bisous, on se dit à plus tard. J'ai terminé. Je l'attrape. Le tome 2 de Podam que Emeline m'a offert aux Aliénales, puisqu'il était là en avant-première, j'ai beaucoup aimé. J'ai vraiment beaucoup aimé. J'aime vraiment beaucoup Podam. Je trouve que c'est très intelligent. Je trouve que la métaphore filée est génialissime. Vraiment, c'est très très bon. C'est très bien écrit. C'était peut-être par certains aspects un peu brouillon à certains moments. Il y a certains moments où j'avais un peu de mal à comprendre où ça allait, les tenants et aboutissants, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte dans ces résolutions, mais ça m'a pas non plus dérangé outre mesure. Ça va, j'arrivais à saisir l'essentiel, mais des fois j'étais un peu perdue. Mais soit, rien de très dérangeant. En revanche, je suis vraiment très dubitative sur le fait de proposer cette lecture à des ados. Non pas que ça ne soit pas lisible par des ados, c'est
Enfin voilà, il y a des ados qui peuvent adorer, je pense, mais je pense que c'est pas ado grand public en fait. Je pense que vraiment il faut avoir déjà un bagage en termes de lecture assez solide pour réussir à suivre cette histoire qui est quand même très particulière, qui est vraiment entre ce qui peut se passer et le côté très métaphorique de ce qui arrive au personnage. Et je pense vraiment, ado, c'est un peu compliqué. Honnêtement, je sais pas si moi, j'aurais réussi à accrocher à cette histoire ado. Alors, il y a toute une dimension beaucoup plus terre à terre, enfin vraiment l'histoire, le fil de l'histoire en lui-même, mais je trouve que dans le premier, ça passait très bien et on avait vraiment le côté métaphorique d'une part et le côté histoire de l'autre, et on pouvait s'attacher que à l'un des deux aspects entre voilà, si on le souhaitait. Là pour moi c'est beaucoup plus compliqué, le côté métaphorique s'insère très très fort dans l'histoire et je pense que ça peut perdre beaucoup d'ados, et je pense même, pour tout vous dire, que ça peut perdre certains adultes. Je sais pas très bien, enfin voilà, je suis pas convaincue par le ciblage de cette duologie, très honnêtement. En revanche, si vous aimez les réécritures de contes, ça peut vous plaire vraiment, parce que c'est hyper engagé. C'est vraiment, vous voyez, enfin, vous connaissez le mythe de base de Podane. Le père souhaite épouser la fille, et donc il y a toute cette dimension incestueuse qui existe dans le bouquin. Et vraiment, là, on parle beaucoup de ça, en fait, de ce que cette éducation, le fait d'avoir perdu sa mère, les mensonges, les secrets, la manière dont elle a été traitée, les TCA aussi qu'elle a subi à cause des attentes démesurées du fait d'être une princesse et d'un père clairement toxique, et en plus le fait qu'il voulait l'épouser, le désir pour elle, enfin toutes ces choses-là, eh bien tout ce que ça provoque dans la tête finalement de cette jeune fille. Je vais pas vous en dire beaucoup plus, mais vraiment il y a toute cette dimension-là, et c'est un peu valable pour tous les personnages, parce que finalement on a un peu des grands stéréotypes de personnages, le fou, la princesse, le bâtard chevalier. Eh bien c'est corrélé en fait à leur vécu, à ce qui leur est arrivé dans l'enfance, à leur traumatisme et à leur manière de dépasser ça et d'exister en tant qu'individu au-delà de l'aspect traumatique de ce qu'elles ont vécu. Et vraiment, c'est très riche, c'est très intelligent, c'est très intéressant. Je trouve que ça fait passer de très bons messages, notamment sur le fait de n'appartenir qu'à soi-même, sur le consentement, enfin voilà, sur la fin, FAIM aussi. Et donc voilà, c'est vraiment génial. Moi j'adore, mais je suis dubitative sur le ciblage de cet ouvrage, de cette duologie. Très honnêtement, je sais pas très bien si ça peut faire un carton chez des ados. C'est un petit peu par exemple le cas aussi de Millepertuis de Julia Thévenot. C'est génial, j'adore, je trouve ça intelligent, bien écrit, enfin ça a vraiment de nombreuses qualités, mais je suis dubitative sur le fait de cibler ça en littérature adolescente, quoi. Donc je sais pas, quand vous le lirez ou si vous l'avez lu, dites-moi ce que vous en pensez, mais autant j'ai adoré, autant je trouve ça génial, bien écrit, intelligent, autant je m'interroge vraiment sur ce que comment ça va être reçu en fait, et particulièrement ce tome 2 qui pour moi est beaucoup plus complexe que le premier. Voilà. Mais j'ai adoré, je vous le recommande très chaudement, très honnêtement, c'était très très bon. Coucou, nous sommes le 23 octobre, on se retrouve pour un point dans ce vlog qui est extrêmement long et absurde parce que j'ai été dépassée par les événements, c'est-à-dire la vie, mais c'est pas grave, j'ai terminé 4 lectures, j'en ai un certain nombre en cours et je vais vous reparler de tout ça. J'ai terminé la dernière parution d'Eli S. Green, donc Silverton, qui est un tome 1, que j'ai écouté grâce à NetGalley. J'avais demandé l'audio sur NetGalley et je l'ai eu, donc j'ai pu écouter ce bouquin et c'était une très intéressante lecture. Je vous avoue que j'y suis allée un petit peu méfiante parce que à partir du moment où une auteurice blanche non concernée traite de l'esclavagisme et traite de magie vaudou et ce genre de choses, je suis toujours extrêmement méfiante parce qu'on peut très vite tomber dans des travers assez déplaisants. Et j'ai trouvé que au lieu d'essayer d'occulter certaines choses, eh bien, elle nous y confronte assez brutalement, puisqu'on suit des personnages, et notamment un jeune homme noir qui pratique cette magie, et un jeune homme blanc qui est d'origine irlandaise. Donc c'est juste après la guerre de sécession, si je dis pas de bêtises, et clairement le protagoniste blanc est extrêmement raciste, extrêmement raciste, et je trouve que évidemment, du coup, il y a des triggers, hein, parce que voilà, c'est violent dans les propos. L'époque les personnages le sont, mais je trouve ça intéressant comme choix finalement de représenter ce racisme tel qu'il a été, tel qu'il peut encore l'être aujourd'hui. Le contexte est plutôt intéressant. C'était assez réussi en termes de rebondissement. Il y a tout un traitement
sorte de zombie, on va dire, et tout ce côté fantastique qui repose sur différentes cultures, mais encore une fois, n'étant moi-même pas concernée, je pense que je ne suis pas capable de voir toutes les problématiques que peut receler ce type de récit. Donc si vous l'avez lu et que vous êtes concerné, que vous êtes une personne noire et que vous avez vu du racisme, ou des choses en tout cas problématiques, parce que du racisme, il y en a, mais il est plutôt à mon sens dénoncé, mais des choses problématiques pas dénoncées, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, bien entendu, parce que il est très clair que quand on n'est pas concerné, c'est beaucoup plus difficile de voir ce qui est problématique ou pas. Donc j'ai apprécié cette lecture, j'ai trouvé que c'était moins jeunesse que ne pouvait l'être Steam Sailor, j'ai bien aimé, mais j'attends des retours de personnes concernées pour savoir si c'est problématique ou pas, si j'ai raté des choses. Voilà, je n'ai pas grand-chose à dire de plus parce que très honnêtement, c'est un récit qui est tout dans l'action. Je lirai la suite. En tout cas, à l'heure actuelle, je serais totalement intéressée par lire la suite parce que j'ai trouvé que c'était peut-être il y a peut-être plus de substance que dans Steam Sailor. Steam Sailor, ça avait un côté... Enfin, j'ai beaucoup aimé Steam Sailor, hein, mais c'était plus léger, on va dire. Là, je trouve que c'est quand même plus profond à voir dans la suite. J'ai terminé ce week-end, enfin le week-end dernier du coup, la lecture de Rosas et Dragons de Yelena que j'avais reçue en service de presse de la part de Slalom et j'ai absolument adoré. C'était excellent, c'est un petit coup de cœur, je vous le dis. Donc, je vous ai fait le résumé plein de fois, très rapidement. On est dans un univers de fantasy, dans une ville où on suit un jeune homme. Évidemment, j'ai déjà perdu les prénoms des personnages. Je crois que c'est Karl. Et on suit ce jeune homme dont le père est vitrailliste, donc il fabrique des vitraux, tout simplement. Et il est à la fois à l'école et en même temps, eh bien, il est un peu l'apprenti de son père pour reprendre sa boutique. Dans cet univers, chaque être humain, je crois que chaque être humain, je sais pas s'il y a pas des exceptions, mais peu importe, est attaché à un dragon qui a le même âge que lui ou elle. Et dans 95% des cas, le genre de naissance de l'humain et du dragon correspondent, ce qui n'est pas le cas de Karl, puisque son dragon, eh bien, est une dragonne. Et ça fait pas mal polémique. D'autant que, en plus de ça, le jeune homme est assez maladroit et souffre d'une certaine, maladresse chronique, dirons-nous, qui n'est pas sans rappeler des symptômes assez typiques de certaines neuroatypies. Mais soit. Donc voilà, on suit un peu l'histoire de ce jeune homme qui essaie de se faire une place. C'est pas évident. Il est pas très bien traité par ses camarades à l'école pour diverses raisons et notamment cette maladresse. Mais voilà aussi à cause de sa dragonne, etc. Et voilà, il est pas hyper épanoui, hyper heureux. Il cherche un peu sa voie. Il essaie de prouver à son père qu'il est digne de reprendre cette entreprise. Mais est-ce qu'il a vraiment envie de le faire ou est-ce que c'est parce que c'est ce qu'on attend de lui? En plus de ça, ses parents se sont séparés il y a une dizaine d'années. Son père s'est remarié avec une femme qui est une belle-mère très très gentille, hein. Et ça fait du bien d'ailleurs de voir ce genre de représentation, mais du coup voilà, il a une petite demi-sœur et c'est un peu difficile pour lui en tant qu'adolescent de 17 ans de trouver sa place dans tout ça et voilà, on suit cette histoire-là et jusqu'au moment où il va se passer quelque chose, il va y avoir des attaques à répétition dans la ville et donc il va se retrouver un peu malgré lui embrigadé à mener une enquête autour de ça par un personnage féminin très fort et très intéressant. J'ai trouvé que l'histoire était très chouette. C'est fluide, ça se lit bien, c'est prenant. On n'a pas le temps de s'ennuyer, très honnêtement. L'écriture de Yelena, comme toujours, très réussie parce qu'elle joue très bien entre quelque chose qui se lit tout seul et en même temps qui est hyper intéressant et qui n'est pas simpliste. Donc vraiment, l'histoire en elle-même est très chouette, mais c'est pas non plus le truc le plus original en soi que j'ai pu lire. Là où tout le texte prend son sens et que ce texte est excellent par rapport à beaucoup d'autres, c'est tout le reste. En fait, c'est pas l'histoire en elle-même, même si l'histoire y participe, c'est tout le sous-texte et tous les engagements de l'autrice à travers ces personnages et les situations que peuvent vivre les personnages. Je vous l'avais déjà compris quand j'ai pu évoquer la potentielle neuroatypie du personnage principal qui ne serait pas sans faire penser à un TDA ou quelque chose comme ça. Je sais que Yelena aime beaucoup avoir des personnages qui sont très différents et qui ne sont pas dans la norme sociale en tout cas. Mais il n'y a pas que ça. Ça parle aussi de santé mentale, ça parle d'émancipation, ça parle de libération, ça parle de trouver sa voie, d'individualité, de sa place au sein de sa propre famille évidemment, mais aussi
des parents et de la manière dont les parents voient les enfants, éduquent les enfants, comment notre protagoniste principal se positionne par rapport à sa mère et à son père qui sont séparés dans un univers de fantasy, ce qui en soit déjà assez original et quand même proche, je pense, du public cible. Donc ça parle vraiment de mille et une choses, ça parle de questions d'identité, ça parle aussi de fluidité quelque part, de genre, enfin de genre oui et non parce que le protagoniste ne se pose pas cette question-là, il est ok avec son genre de naissance, mais en tout cas de comment les autres perçoivent ce qui devrait être la masculinité, ce que devrait être la féminité, et quand on est pas tout à fait dans une case ou dans une autre, ça parle vraiment de mille et une thématiques et c'est super bien fait parce que c'est posé, les mots sont posés, les questionnements sont posés et que à travers différents protagonistes, que ça soit le jeune Karl, j'espère qu'il s'appelle vraiment Karl, sinon je vais vous perdre dans ce que je vous dis, mais le jeune protagoniste ou que ça soit par la jeune femme avec qui il va enquêter et plein d'autres personnages qu'on va croiser, eh bien ça interroge beaucoup de choses qui peuvent être des questionnements propres à l'adolescence, à la préadolescence aussi, et je trouve qu'elle le fait très bien. On sent que Yelena travaille avec des enfants ou des ados et qu'elle connaît les sujets qui les touchent, qu'elle connaît les sujets qui les inquiètent, et elle fait ça avec une finesse. C'est à la fois subtil sans l'être parce que vraiment on pose les mots dessus et c'est bien que ça soit fait comme ça parce que c'est bien aussi que ça soit clair, mais en même temps, ça n'entache pas la fluidité du récit et de l'histoire en elle-même, bien au contraire. Et vraiment, il y a mille et une questions qui sont posées. Je pense que je serais bien en peine de vous résumer toutes les thématiques abordées parce que c'est très riche et c'est fait très intelligemment et ça fait du bien. J'ai adoré l'univers en lui-même qui est hyper original, cette histoire de dragon. C'est très très chouette, c'est coloré, c'est vif. Il y a quelque chose de très vivant dans ce récit. Je trouve que c'est assez simple de s'imaginer y être, alors que vous savez que moi j'ai beaucoup de mal à me représenter les univers. Là, j'avais quelque chose d'assez précis en tête, d'assez coloré. Enfin, j'avais limite les senteurs en fait de la ville dans les narines et ça fonctionne très bien. Enfin, vraiment, c'était excellent. J'ai adoré. J'ai trouvé que c'était un très très bon récit jeunesse. Je pense que j'aurais adoré lire ça à 12 ans parce que ça m'aurait permis, eh bien, d'une part de lire quelque chose qui est prenant, qui se lit bien, mais qui a un côté très cosy et qui pose des questions que je pouvais me poser aussi à cet âge-là. Donc vraiment un excellent récit. Lisez-le, faites-le lire à des ados, des pré-ados. C'est à partir de 12 ans, je crois qu'Yelena a dit, c'est ça, 11-12 ans il me semble. Vraiment, c'est top, top, top. C'est voilà, je ne peux que vous inviter à le lire, vraiment à 100%, foncez. C'était génial, c'était très très bon et j'ai vraiment aimé. Autre lecture terminée ce week-end, j'ai terminé Les Sorcières du Phare de C.J. Cook, que m'a offert Cécilia dans notre swap que vous aurez vu précédemment. Normalement, je l'ai dégommé parce que ça s'est lu tout seul. C'était pas ce à quoi je m'attendais, mais c'était très chouette tout de même. Donc, on est en Écosse à différentes époques, en 98 et en 2021 notamment. En 98, on suit une mère qui débarque de nuit dans une espèce de petite île écossaise parce qu'elle a été embauchée pour créer une fresque picturale dans un phare. Et donc elle débarque là avec ses gamines et en 2021 on suit a priori l'une de ses trois enfants. Voilà, je veux pas trop vous en dire parce que je trouverais ça dommage. Je trouve que ce qui fonctionne c'est l'effet de surprise, c'est les révélations au fur et à mesure, mais en gros il y a clairement une histoire une histoire de temporalité, voilà, pour celles et ceux qui aiment ça. Il y a une histoire de temporalité, c'est très clairement fantastique, c'est assez prenant, c'est assez réussi. Voilà, ça a un côté thriller, ça parle aussi un petit peu de sorcières, mais je pensais qu'on serait beaucoup plus axé sur les sorcières, ce qui est finalement pas tant le cas. Je pense que j'imaginais ça un petit peu plus comme Les Graciers. En fait, non, pas tant. C'est plus du thriller fantastique finalement que vraiment quelque chose de très très engagé sur ces sujets-là. Mais c'était très chouette, ça s'est très bien lu, c'était assez prenant. Les révélations étaient assez sympas. Il y a des moments où ça faisait un petit peu flipper, je vous cache pas, parce qu'on ne sait pas trop sur quel pied danser. Et voilà, c'était un très chouette récit. Ça sera pas le coup de cœur de l'année, mais ça a fait ce que j'en demandais, à savoir faire un peu flipper, être prenant, parler de sorcières. Il y avait quelque chose de fantastique qui fonctionnait bien. Donc j'étais contente de le découvrir. Je n'ai pas grand-chose à ajouter. Si vous cherchez un récit
de thriller fantastique avec des sorcières, même si elles sont pas tant présentes, avec des révélations, enfin voilà, un truc un peu haletant comme ça. Vraiment, ça fait totalement le taf et j'ai pas grand-chose à ajouter sur ça, très honnêtement. Dernière lecture terminée sur ce week-end. Non, c'est faux, je l'ai fini en début de semaine. C'est L'Amulette de Michael McDowell, pareil que j'avais demandé en audio sur NetGalley, donc en service de presse, un petit peu en avant-première. Je crois qu'il est sorti depuis, mais soit. Donc j'ai écouté avec Emmeline et Pénélope et c'est une lecture qui me laisse un peu perplexe. Alors, l'histoire, avant toute chose. On suit une petite ville des États-Unis, mais je sais plus trop à quelle époque exactement. Peut-être les années 70. Je vous avoue que je ne sais plus très bien, mais peu importe. Et donc nous, on suit une jeune femme qui s'appelle Sarah, qui a épousé un homme qui s'appelle Dean. Dean est parti pour la guerre, je ne sais plus quelle guerre, avec les États-Unis, j'ai du mal à suivre, mais pour une guerre, peut-être contre le Vietnam, il me semble, soit. Et donc, le problème, c'est que lors d'un entraînement, le fusil lui explose à la tête. Donc, voilà, le fusil avait une malfaçon, le truc explose, et donc il est rapatrié chez lui, extrêmement blessé. Quasiment en légumes en fait, et donc Sarah se retrouve à devoir vivre avec sa belle-mère et son mari dans cette maison extrêmement déprimante, dans cette ville déprimante et dans cette vie de manière générale assez déprimante, puisqu'elle passe 40 heures par semaine à l'usine qui fabrique les fusils, notamment le fusil qui a explosé à la tête de son mari, et que sa belle-mère, qui est une odieuse personne, le lui reproche, lui dit clairement que c'est de sa faute si Dean, donc son fils, s'est retrouvé dans cet état, alors qu'aucun rapport entre les deux. Et donc, on suit Sarah dans cette vie assez minable, assez triste, en tout cas assez déprimante, jusqu'au jour où, peu après le retour de Dean, sa belle-mère reçoit la visite d'un ami de Dean et lui offre une amulette en lui disant Dean voulait l'offrir à ta femme, ce qui surprend tout le monde puisque Dean détestait la femme de son ami et que cette belle-mère déteste à la fois l'ami de son fils et la femme de l'ami de son fils. Donc Sarah comprend pas très bien et à partir du moment où cet ami récupère l'amulette, le lendemain, tout le monde apprend que la maison a brûlé avec tous ses habitants et en fait l'histoire de l'amulette, c'est l'amulette qui va passer de main en main de manière un peu magique et à chaque fois va provoquer des catastrophes. On est sur une histoire de vengeance puisque clairement on comprend bien qu'il y a une histoire de vengeance de la part de la belle-mère qui considère qu'absolument tout le monde est responsable de ce qui est arrivé à son fils et voilà. C'est ça l'histoire. Le gros problème que j'ai eu avec ce bouquin, c'est que la belle-mère, est une femme obèse et que Michael McDowell utilise beaucoup la grossophobie pour la décrire, est très grossophobe avec ce personnage et associe son poids à les clichés typiques de la grossophobie, donc la paresse, le fait d'être dégoûtant, ce genre de choses, ce qui est extrêmement décevant parce que je trouve que de manière générale, McDowell évite assez bien les écueils de ce type et là vraiment c'était extrêmement récurrent, c'était pas juste une petite remarque au début et voilà, ça fait grincer des dents mais on peut oublier, non là c'est récurrent, tout le long du bouquin, il n'arrête pas et c'est difficile en fait de passer au-dessus de ça. Si vous voulez, pour apprécier l'histoire, vraiment ça reste comme un arrière-goût amer et désagréable dans la bouche. Et du coup, j'ai eu du mal à apprécier l'histoire en elle-même qui, en soi, si on faisait abstraction de cette grossophobie extrêmement présente, est très chouette parce que c'est du McDowell typique. Il y a tous les ingrédients qui fonctionnent avec lui. Le côté fantastique, le côté gore, le côté horreur, le côté, voilà, cette amulette qui, c'était très improbable comme à chaque fois avec McDowell. C'est pas crédible, c'est pas fait pour l'être. C'est fait pour être distrayant, c'est fait pour être flippant et ça fonctionne bien et toute cette histoire de vengeance, ces personnages très très méchants, voilà, c'est du McDowell très typique et en soi ça fonctionne très bien, mais vraiment ce besoin de qualifier le personnage de Jo, donc la belle-mère, par son poids alors que vraiment voilà, c'est de la grossophobie typique en fait, c'est ça qui est dommage si vous voulez, parce que c'est pour rajouter une caractéristique négative à un personnage, sauf qu'être gros c'est pas négatif, c'est comme ça et c'est vous voyez, c'est bon, voilà, c'est le principe de la grossophobie de toute façon. Donc c'est dommage. Voilà, du coup, j'ai pas pu apprécier le texte autant que je l'aurais souhaité parce que j'avais du mal à oublier ces passages où vraiment en plus il insiste extrêmement lourdement sur ça et c'est vraiment dommage. Donc si c'est quelque chose qui vous heurte, ne lisez pas l'amulette parce que vraiment c'est assez déplaisant, assez choquant cette insistance très très lourde. Voilà, je ne sais pas quoi vous dire d'autre. C'est tout pour les lectures que j'ai terminées. J'ai quelques livres en cours que je vais vous montrer assez rapidement parce que j'ai pas envie que ce plan dure trop longtemps dans la mesure où j'aimerais bien clôturer plus tard dans la semaine. Je suis en train de lire Chez nous, donc de Philip B. Williams. Je n'ai pas
temps avancé. Voilà, j'ai lu, je crois que ça représente 25%. C'est très chouette, c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais. On est dans un village de Louisiane qui a été fondé par une femme qui est une mystérieuse sorcière noire. Elle a libéré les esclaves et elle a créé ce village qui s'appelle Ours et qui est magiquement coupé du reste du monde. Et pourquoi c'est pas ce à quoi je m'attendais? Parce que clairement c'est de la SFFF et c'est très chouette. J'aime beaucoup. Ça a un côté, ça me fait penser un peu à Moi Tituba sorcière si vous voulez dans les vibes. En tout cas, j'aime vraiment beaucoup, mais c'est très dense, très très dense. Il y a beaucoup de personnages. Voilà, c'est pas un livre qui se dévore comme ça, et pourtant c'est très prenant honnêtement parce que voilà, on suit ces personnages dans cette. En fait, si vous voulez, il y a une histoire sans avoir d'histoire. Ça veut dire que c'est vraiment l'histoire de ce village et des personnages qui vont y vivre. Bah voilà, y arriver, y vivre, faire des enfants, y mourir, les enfants qui vont arriver parce qu'ils sont nés là ou parce qu'ils arrivent par la suite. Enfin, vraiment, c'est ça l'histoire, mais c'est vraiment très chouette. J'aime beaucoup. Ça parle évidemment d'esclavage, ça parle de colère, ça parle de plein de choses. C'est très très chouette. J'ai attaqué l'héritage du rail. Pareil, là j'ai avancé un petit peu parce que je l'ai lu sur ma liseuse, donc j'ai dépassé ce chapitre, mais je dois être à peu près à un tiers, je dirais, un peu plus d'un tiers, peut-être 35% maintenant. C'est le tome 2 de La Dernière Geste de Morgan of Glencoe que je dois lire puisque c'était ma lecture imposée du mois de septembre. Ko-fi, si je ne dis pas de bêtises, et j'aime beaucoup. J'ai mis un petit peu de temps à me remettre dedans, honnêtement, mais alors une fois qu'on est dedans, bah ça se lit tout seul. C'est toujours aussi chouette. On retrouve les personnages du premier tome. Ça se passe en fait directement après le premier tome, et j'aime beaucoup ce que propose Morgan of Glencoe. Je trouve que c'est assez original. Ça repose sur des choses qu'on connaît. Voilà, typiquement, bah voilà, la France avec la monarchie. Il y a le petit côté uchronique de la monarchie qui n'a pas, qui n'y a pas eu de révolution, si vous voulez. Donc il y a un côté steampunk, uchronique, enfin c'est très très chouette. On en reparlera plus longuement ultérieurement, mais je voulais vous le montrer. J'ai attaqué la lecture commune de Camera Obscura, j'ai lu qu'une partie sur les deux, du coup 3 maintenant, puisque voilà, mais j'ai adoré le début, c'était génialissime. On va suivre, comment il s'appelle, Léandre, qui est un jeune lord anglais, et en fait il y a eu quelque chose, voilà, on sait pas très bien quoi, quelque chose qui fait qu'il y a une brume sur Londres, et que depuis il y a ce qu'ils appellent des, je ne sais plus, ça a un nom, en gros des espèces de zombies si vous voulez qui viennent attaquer les vivants, mais c'est pas forcément tous les morts qui se réveillent, c'est certain, enfin bref. Et donc en fait pourquoi ça s'appelle Camera Obscura? Parce que la seule façon d'être sûr que les morts sont morts, c'est de faire une photographie en caméra obscura, donc c'est un daguerréotype. Je sais plus si je sais pas si je le dis bien. Bref, en gros, c'est des pauses longues. Hein. À l'époque, c'était des pauses longues. Ça veut dire qu'il fallait rester immobile un certain temps, 1 minute entière, je crois, pour que la photo soit prise. Donc évidemment, si le mort n'est pas mort, eh bien la photo sera un petit peu floue. Voilà. Et donc nous, on suit Léandre qui essaie de trouver un remède pour sa sœur, puisque depuis que la brume est arrivée, au-delà des zombies, eh bien il y a des gens qui tombent malades et qui finissent par en mourir de manière lente. Et sa sœur est atteinte de cette maladie. Donc j'ai pas lu grand-chose de plus. Ce que je peux vous dire, c'est que comme toujours, j'adore l'écriture de Maëlle Dezard, j'adore son humour, elle me fait vraiment rire, je la trouve très très chouette et ça fonctionne très bien avec moi, donc très hâte de continuer ça. Et j'ai aussi bien avancé la lecture de Frankenstein, qui pour moi est une relecture donc de Mary Shelley que je lis dans le cadre du Two October's Challenge organisé par Cécilia et Emmeline. Donc c'était la lecture commune numéro 2, la première c'était Legend Enlaté, mais je l'ai déjà lu il y a pas si longtemps. Ça je l'ai lu il y a bien une vingtaine d'années je pense, donc j'étais contente d'y retourner. Et surtout Cécilia m'a trouvé la traduction, la nouvelle traduction par Elisabeth von Harburg, donc j'étais assez curieuse de la découvrir. Donc voilà, on en reparlera quand j'aurai fini, et je pense que c'est tout ce que j'ai en cours à l'heure actuelle. C'est faux, j'ai aussi en numérique le tome 11 de l'Assassin Royal, donc c'est le deuxième tome du deuxième intégral de la deuxième époque. Voilà, donc j'avance ça tranquillement, j'ai presque fini pour tout vous dire, et on en reparlera quand ça sera le cas, mais j'ai la bouche sèche et je pense que ce plan est assez long pour un point lecture. Donc je vous laisse sur ça et puis je vous reprends, j'espère demain ou en tout cas après-demain, bientôt, pour vous faire un autre point lecture, et je pense que je clôturerai ce vlog un petit peu plus tard et ça sera un vlog sur 2 semaines et voilà, tout simplement. On se dit à plus tard.
Coucou, on se retrouve pour la clôture de ce vlog qui aura été vraiment très étalé et très très long. Je vais vous parler de mes dernières lectures, mais pas toutes, parce que je pense faire un vlog lecture d'Halloween, sauf que je n'ai pas encore décidé si je le mettais ici ou en vidéo sur Ko-fi. Donc bref, peu importe. Dans tous les cas, on reparlera de ces lectures ultérieurement, même si c'est pas mis ici sous format vlog. Mais je vais vous parler des lectures que j'ai terminées ces derniers jours et j'ai vraiment pas mal lu. Donc autant vous dire que ce vlog doit sûrement être excessivement long. Soit j'ai lu Nous sommes l'Apocalypse d'Andrew Joseph White, j'ai même pas remis correctement la jaquette, publiée chez Conséquences Éditions, que j'ai lu avec Emeline. C'était l'une de mes lectures prévues pour le challenge 2 October qui a été organisé par Emeline et Cécilia. Donc je sais plus quelle catégorie, ça devait être la catégorie queer, donc spooky queer, et donc on l'a lu, voilà, ça s'est dévoré, ça s'est lu en une soirée, une bonne soirée. Je l'ai attaqué un soir avant de me coucher, j'ai lu quelques chapitres pour me mettre en jambes, on va dire, et je l'ai défoncé le lendemain parce que ça se lit tout seul. C'était une très bonne lecture, mais très déstabilisante. On est dans une espèce de post-apo futuriste / dystopie où on suit Ben, qui est un garçon trans et qui s'est échappé d'une sorte de secte qui a pour objectif, a priori, eh bien, d'éliminer à peu près tout ce qui n'est pas dans leur vision de la norme et de la religion. Et manque de chance, Ben est un garçon trans, donc il est très mal tombé déjà. Et puis en plus de ça, cette secte a, je sais pas très bien comment vous dire ça, je pense que c'est expliqué derrière. Oui, ils font muter, ils font une arme biologique, voilà, qui sert à faire muter les gens pour faire ce qu'ils appellent des, je sais plus, c'est un nom inspiré clairement de la Bible, hein. Et donc voilà, l'espèce de super créature mi-humaine, autre chose qui servira leur secte. En gros, c'est ça. Donc ça se passe aux États-Unis, bien entendu. Et donc Ben s'est échappé, a rejoint un groupe d'individus, principalement d'individus queer, qui se cachent et se défendent de cette secte. Et donc on suit son aventure, en fait, à la fois que va-t-il lui arriver, puisque il a été injecté par ce truc mutant assez immonde, et en même temps il se cache, en fait, il peut pas dire aux nouvelles personnes qu'il a rejoint qu'il a été injecté parce que il a peur de se faire éjecter alors qu'il n'a plus nulle part où aller. Je sais pas si ce résumé est très pertinent, mais j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé que c'était très, comme me l'a dit Emeline, queer rage. Donc vraiment, voilà, plein de choses à dire sur notre société à travers cette dystopie. De toute façon, c'est souvent le cas des dystopies, hein. Ça sert à dénoncer des choses existantes dans nos sociétés actuelles, et c'est ce que fait ce bouquin, et c'est ce qu'il fait très bien. C'était vraiment une très chouette lecture. C'était assez dur, honnêtement, parfois assez graphique. Il y a un petit côté body horror. Je m'attendais à pire, très honnêtement, parce que j'avais vu des retours disant que c'était affreux. C'est pas si terrible, franchement, c'est pas si terrible. Après, c'est de l'ado, je crois que c'est classé en ado, donc je n'aurais peut-être pas dû m'attendre à quelque chose d'ultra trash. Ça passait vraiment pas mal. C'était bien entendu très engagé, très intelligent. Je trouve que c'est aussi un très bon bouquin qui explique très bien ce qu'est la transidentité, ou en tout cas une facette, une possibilité de transidentité, bien entendu, puisque toutes les personnes trans le vivent différemment et ont une vision différente de leur corps, de leur manière de penser la transidentité. Mais c'était intéressant puisque ici, on est dans cette société dystopique où il n'y a pas d'accès aux hormones, et donc Ben est obligé de faire avec le corps qu'il a tel qu'il est, sans pouvoir changer quoi que ce soit. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Prendre des médicaments qui lui permettraient peut-être d'avoir un corps qui correspond plus à une certaine vision de la masculinité. Et donc ça interroge aussi, finalement, est-ce que c'est son rapport au corps qui est-ce que c'est lui qui a un problème avec son corps, ou est-ce que c'est le regard des autres sur son corps qui est problématique? Enfin, ça pose beaucoup de questions hyper intéressantes, et pas que sur les personnes trans, hein. Il y a aussi d'autres personnages queer dans l'histoire, et c'était hyper bien fait, hyper intéressant. J'ai trouvé que les personnages étaient intéressants, notamment le personnage de Théo, qui est le fiancé de Ben dans cette secte, qui est un personnage très intéressant. Voilà, je peux pas en dire trop, mais que j'ai trouvé vraiment ça a été pensé par l'auteur, ça se sent, c'est intelligent, c'est bien écrit, ça se lit tout seul, et vraiment, je pense que c'est le genre de bouquin qui ne peut que faire du bien aux ados. Alors, aux ados queer, parce que c'est important de se sentir représenté et de voir qu'il y a des personnes qui peut-être sont passées par les mêmes étapes que nous, les mêmes questionnements, etc. Mais pour les autres ados aussi, qui justement ne sont pas concernés, qui peuvent se poser des questions sur ce
que signifie être trans. Et voilà, et en fait, ce bouquin apporte aussi des réponses finalement. Il y a un côté pédagogique intéressant, j'ai trouvé, pas que, hein, parce que voilà, mais il y a quand même un petit côté pédagogique qui était intéressant et j'ai vraiment beaucoup aimé, donc je vous en recommande la lecture. Sachez qu'il y a un peu de trash, un peu de crado, mais c'est pas insurmontable. Honnêtement, j'ai trop hâte que le prochain soit traduit parce que je sais qu'il y en a un qui est sorti il y a pas si longtemps, qui est très très beau en VO et je crois d'ailleurs que Conséquence reprend la couverture VO. J'ai trop hâte, vraiment ça avait l'air trop bien. Donc très curieuse de continuer ma découverte d'Andrew Joseph White parce que c'était un succès. Donc je vous invite à vous pencher sur ce bouquin si ces thématiques vous intéressent et si vous aimez les dystopies. Autre livre queer engagé que j'ai adoré, et ça c'est un coup de cœur absolu, c'est le tome 2 de Fleur de Bastion et le renard masqué, donc le tome 2 qui s'intitule Les chimères de Jolanne C. Bertrand. Je l'ai préféré au premier tome, je l'ai trouvé génial, excellent, intelligent. Le premier l'était aussi, mais je sais pas, celui-ci, il m'a plus embarqué, peut-être parce qu'il creuse plus certaines thématiques, je peux pas vous dire. En gros, on est dans de la fantaisie animalière, et donc il y a toute la question, d'une part du racisme, du métissage qui est posé, puisque les individus qui sont appelés des chimères, donc qui sont en fait des individus qui sont des races croisées, sont rejetés par la société. Dans le tome 1, Pépin Sourisseau enquêtait sur des chimères qui étaient retrouvées écorchées, et donc il y avait d'une part cette enquête autour de ces chimères écorchées qui étaient dont personne ne se souciait en fait, et il y avait aussi l'assassinat, en tout cas la tentative d'assassinat de la duchesse de Tauperché, qui est donc la duchesse, la renarde à la tête de cette cité. Et il y a pas mal d'enquêtes en parallèle qui ont toutes un lien bien entendu, mais c'est tellement bien fait, c'est tellement prenant, c'est hyper intelligent, mais c'est hyper bien écrit, vraiment. Je suis hyper admirative du travail de Jolanne C. Bertrand pour réussir à aborder des thématiques qui sont quand même pas forcément extrêmement simples, je trouve, avec un naturel, avec quelque chose d'hyper fluide, d'hyper accessible, d'hyper intelligent et très sensible aussi. Vraiment, quel travail d'exception. Je ne peux que vous inviter à découvrir cette saga. Pour moi, ces 2 tomes de cette saga sont les ouvrages les plus aboutis, je pense, de Jolanne C. Bertrand. On retrouve toujours des thématiques un peu communes dans tous ces bouquins, mais là vraiment c'est hyper abouti quoi. C'était génial, j'ai adoré, j'ai été embarquée, j'ai adoré les personnages, j'ai adoré les questions posées, j'ai adoré l'histoire en elle-même en fait aussi, et ça c'est très chouette parce que plein de fois je lis de la jeunesse que je trouve très très bonne, mais l'histoire est pas forcément hyper surprenante, ou enfin voilà, ça bouleverse pas non plus, voilà. Là l'histoire est très prenante en fait, il y a des retournements de situation, c'est intelligent, c'est bien fait, enfin c'est tout ce qu'on veut pour un public jeunesse. Vraiment, lisez Fleur de Bastion, c'est très 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 bon, et lisez-le avec des enfants. C'est médium, je sais jamais à quoi ça correspond, médium. Je sais jamais si je crois que c'est 12 ans, 11 ans peut-être, quelque chose comme ça. Mais vraiment, c'est tellement chouette, c'est tellement intelligent. Enfin, vraiment très prenant, très bien écrit. Enfin, j'ai adoré. Voilà, j'ai adoré. Coup de cœur sur ce tome 2. J'avais adoré le tome 1, mais là, coup de cœur vraiment encore plus. Et je pense qu'il y en a un 3e, si je ne dis pas de bêtises, et j'ai trop hâte de le découvrir. Ensuite, de quoi vais-je vous parler? J'ai relu Frankenstein de Mary Shelley, ici traduction d'Elisabeth von Harburg, que m'avait gentiment offert Cécilia, puisque moi je ne le trouvais pas et que je voulais absolument lire la traduction d'Elisabeth von Harburg, puisque c'est une autrice francophone, française qui a déménagé au Canada, quelque chose comme ça, si je dis pas de bêtises. Dans tous les cas, cette relecture a été très chouette. C'est marrant parce que j'avais des souvenirs vraiment qui étaient très très faussés dans ma mémoire. Tout le passage sur la création de la créature était très long, alors qu'en fait c'est très rapide et finalement relativement anecdotique, et c'est plutôt toute la suite qui est intéressante. Enfin, j'ai beaucoup aimé. C'est assez simple à lire en fait, c'est vraiment pas compliqué. Si vous avez peur des classiques parce que vous avez peur de vous perdre et que ce soit trop complexe, c'est vraiment pas complexe. Honnêtement, c'est très accessible. Frankenstein, c'est le premier, en tout cas c'est ce qu'on considère aujourd'hui comme le premier roman de science-fiction moderne, et c'est hyper intéressant de voir finalement l'une des bases
de ce genre qui aujourd'hui est extrêmement développé, là où à l'époque, il n'y avait pas grand-chose finalement. Et j'ai apprécié ça. Évidemment, c'est nourri et pétri des clichés de l'époque. Ça a été publié en 1815, 1820 par là, pour la première fois. Donc c'est nourri des clichés de l'époque autour du rôle des femmes. On a un personnage, le personnage de Victor, donc Victor Frankenstein, qui est le créateur, qui est extrêmement égocentré, qui est assez désagréable, assez détestable par bien des aspects de sa personnalité, mais c'est intéressant finalement, et ça n'est pas que ça. Ce que je vous disais, c'est aussi toutes ces questions autour de l'autre, de la beauté, puis c'est inspiré, c'est vraiment nourri par des vieux classiques. Enfin, c'est très chouette. J'aime beaucoup la traduction d'Elisabeth von Arburg, c'était très intéressant. Si vous cherchez une version beaucoup plus simple et accessible en termes de vocabulaire, etc., je sais qu'il y a eu une traduction aussi très récente par Monsieur Toussaint Louverture qui est beaucoup plus axée jeunesse. En tout cas, c'est comme ça qu'est ciblé le roman, donc peut-être encore plus accessible si jamais vous avez un peu peur de vous perdre dans un style d'une époque romantique, peut-être parfois un petit peu riche, on va pas se le cacher. N'hésitez pas à vous pencher sur celle de Monsieur Toussaint Louverture, ça peut être hyper intéressant aussi de comparer. À l'occasion, je le ferai. Alors pas cette année parce que là je l'ai relu, mais peut-être l'année prochaine ou quelque chose comme ça, je me lirai la nouvelle traduction de Monsieur Toussaint Louverture, ça m'intrigue assez. Mais voilà, c'était très chouette à relire, je suis très contente de l'avoir fait. Je l'ai relu avec le regard évidemment critique certes, mais aussi en n'oubliant pas que Marie Shelley, c'est quand même une des rares femmes qui a réussi à être publiée, qui a écrit ça très jeune, je crois qu'elle avait 18 ans à l'époque, qui était une rebelle aussi pour son époque. Enfin, voilà, j'avais tout ça en tête en l'attaquant, et je pense que c'est bien d'avoir tout ça en tête en attaquant ce bouquin. Et on n'oublie pas aussi l'époque dans laquelle il s'inscrit, l'époque romantique, qui est quand même une époque, d'un point de vue littéraire, qui est un peu particulier, avec ce côté aussi un peu gothique, roman d'horreur. Enfin, c'était très chouette. Donc, je suis contente de l'avoir relu. Voilà, merci Cécilia de m'avoir motivée et trouvé cette excellente traduction. Courage, plus que deux. J'ai lu La Marque des Anges de Laini Taylor que m'a offert très récemment Pénélope, le tome 1. Donc, Fille des chimères, que j'ai beaucoup aimé. J'aime vraiment beaucoup le style de Laini Taylor. Je trouve qu'elle a quelque chose très à elle, très particulier. C'est un peu comme Erin Morgenstern. C'est quelque chose à part, c'est un univers à part entière. On retrouve son obsession pour les créatures bleues et les anges déchus, un petit peu comme dans son autre saga dont j'ai évidemment là tout de suite, Le Faiseur de rêves. On retrouve des petites obsessions entre les deux qui reviennent, mais c'était très chouette. Je vous avoue que sur la fin, j'ai été un peu perdue parce qu'il y a une grosse révélation, un gros retournement de situation qui m'a un peu larguée. C'était un peu beaucoup d'un coup peut-être. Au demeurant, je lirai la suite. J'ai trouvé ça très sympa. J'aime bien sa plume, j'aime bien son style, j'aime ses personnages. Je trouve que ça fonctionne bien. Je trouve qu'il y a quelque chose de spécial à chaque fois et une ambiance particulière. On accroche ou pas, mais avec moi, ça fonctionne plutôt pas mal. Je lirai le suivant en voyant si je m'y perds ou pas dans toute cette histoire qui arrive sur la fin et qui est un petit peu perturbante, mais j'ai apprécié découvrir ce bouquin. Donc j'ai pas grand chose à en dire très honnêtement parce que j'ai peur de trop vous en dire et je veux pas vous spoiler. Je vous en reparlerai, mais j'ai beaucoup aimé dans l'ensemble. Et puis ça se lit très très bien. C'est très prenant. Une fois que t'es dedans, t'as du mal à lâcher. Donc ça a fait ce que j'en demandais. Dernier livre lu, c'est pas tout à fait vrai, mais les autres, je vous ai dit, on en parlera plus tard. C'est Chanter le silence de Cassandra Kho. Eh bien, j'ai beaucoup aimé. Je pense que je l'ai préféré au premier. C'était beaucoup moins Lovecraftien, alors que c'est quelque chose que j'avais adoré dans le premier, mais oui, beaucoup plus engagé peut-être, en tout cas autour du racisme, c'était vraiment très chouette. Et puis toute cette espèce d'histoire de cette métaphore, je pense qu'on peut dire, du talent ou du génie musical ici, puisqu'on est avec un saxophoniste, et cette créature qui prend de la place dans la tête de ce musicien, c'était très chouette. Je sais pas très bien quoi vous en dire, encore une fois, dans la mesure où je trouve ça compliqué d'en parler sans trop en dire, mais j'ai vraiment aimé. J'ai trouvé que c'était beaucoup plus simple à lire que le premier, moins heurté dans la plume, dans l'histoire. J'ai trouvé que il y avait quelque chose peut-être de plus rapide en un sens, mais de plus abouti en un autre. Enfin, je sais pas, j'ai beaucoup aimé ce deuxième volume, ça a très bien fonctionné. Si vous cherchez des bouquins vraiment inspirés de Lovecraft, là on est à Arkham, enfin voilà, et mais modernes, engagés, intelligents, justement où on enlève tous les côtés problématiques de Lovecraft, moi je trouve que ça fonctionne. Après, si vous êtes vraiment un ou une très très grande adepte de Lovecraft, peut-être que vous serez déçu. Je suis pas suffisamment fan
pour voilà, pouvoir vous dire si c'est décevant ou pas. Mais moi j'ai aimé ça. En fait, ça m'a fait plaisir, comme voilà, encore une fois, ça m'a fait plaisir de lire quelque chose un peu Lovecraftien, mais sans le côté raciste et misogyne. Et celui-ci, vraiment, j'ai beaucoup aimé. Donc je vous invite à découvrir cette saga. C'est donc tout pour ce vlog qui aura été extrêmement long. Je sais pas du tout comment je vais faire pour monter ça et tout ça. Bref, écoutez, nous verrons bien. Je pense que je vais enlever des bouts très sûrement et on reparlera de certaines choses plus tard. En attendant, n'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains des livres que j'ai présentés, ce que vous en avez pensé, ou si certains vous font envie, est-ce que vous les aviez vus passer ailleurs? Et voilà, donnez-moi, dites-moi ce que vous pensez de tout ça en commentaire. En attendant, je vous remercie pour votre soutien. N'hésitez pas, si le cœur vous en dit, à nous rejoindre sur Ko-fi et à venir me soutenir sur Ko-fi et à profiter des avantages en fonction du niveau que vous choisirez. Je vous fais de très gros bisous et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!